Pionnier des bâtiments durables au pays, Montoni développe des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance et du bien-être des occupants. Leur raison d'être, créer de la valeur pour les communautés. Montoni, une société de développement en immobilier durable, est fière de présenter la Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute. On reçoit le maire de Québec, le charmant Bruno Marchand. Ah, c'est gentil, ça. Moi, dans ma tête, pour être un leader, il fallait être Goldorak. T'es infaillible, tu sais les réponses, OK. tu te fais jamais prendre par défaut. Puis à un moment donné, avec elle, on a travaillé cette idée que c'est tout sauf ça, le leadership. C'est d'accepter la vulnérabilité, c'est d'accepter de dire je le sais pas, c'est d'accepter de dire je me suis trompé. J'ai raté sans le vouloir une occasion d'être plus humaniste là-dessus. Ouais. Le principe l'a emporté. Ouais. J'étais pas de mauvaise foi, j'en veux pas à ce Mais monsieur-là. non. Là. Non. J'avais rien contre lui. La question la plus importante, je pense, pour se comprendre entre humains, là, c'est pourquoi. T'as-tu fait ça avec Geneviève Guilbeault quand c'était... Pas assez. C'est quoi les problématiques qui seraient liées à avoir un tramway? Certains perçoivent ça comme un « ou ». Donc, si tu mets de l'argent sur le tramway, c'est que tu enlèves aux autos. OK. T'enlèves de l'espace aux autos. Tu deviens anti-automobiliste. OK. Par rapport. Dans la ville, on sauve à peu près maintenant 13 millions par année, juste en coût de chauffage de nos bâtiments, parce qu'on a mieux isolé, mieux travaillé nos bâtiments. Fait que ça a des effets. On travaille avec Hydro-Québec. La bibliothèque Gabriel Roy a été désignée bibliothèque publique de l'année. Ouais, la meilleure au monde. Tu peux louer des tableaux. Tu vas le louer là, on te la prête un mois, tu la ramènes après. Il y a une grainothèque. Tu sais, ça va C'est vous Quoi, faire rire, une là. grainothèque? Ouais. Tu peux louer des semences pour faire pousser chez vous. On peut créer de l'enthousiasme. On peut créer de l'espoir avec tout ce qui se crée en matière de technologie, en matière de génie, en matière d'invention. À travers le changement, il y a du beau. Il y a quelque chose à créer. On peut créer quelque chose de beau. Et pour ça, moi, je pense que ça va mieux qu'on pense. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense, est fièrement présentée par Montoni. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de la Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit le maire de Québec, le charmant Bruno Marchand. Ah, c'est gentil, ça. Bonjour. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Merci d'être avec nous Ça aujourd'hui. fait vraiment plaisir. Bruno, j'ai fait une petite recherche, hein, avant, Oh. pour savoir... On a fouillé dans Qui mon dit- passé. Oui, dans ton présent aussi. OK. Dans ton présent. Mais revenons au passé. T'es né, t'as grandi à Québec. Oui. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance à Québec? Ben, moi, c'est le patro, là. C'est le patro? Ouais, le patro à Camadour. Donc, Attends, je dis... Hey, deux mots qu'on connaît pas. Nous autres, on est... Ah, OK, cet épisode est tourné à Montréal. Ouais, Il y en a c'est des ça. référents qu'on connaît Non, mais il y a pas. le patro à Montréal, il y a le patro le Prévost à Montréal. Oui, il y a le patron Alors, prévu. c'est un centre communautaire. Oui. Oh mon Dieu, Ah. merci de Oui, c'est ça, mais il n'y en a pas m'expliquer. tant que ça. Il y en a en Jonquière. Bon, il y a... Mais Ouais. c'est-tu un nom comme donné à un établissement ou c'est Ouais, général? c'est un nom d'un établissement qui n'était pas géré par la ville, Ah, OK. OK. qui était à l'époque géré par des frères, puis après ça que c'est devenu Ah. civil, OK. géré par des civils. Donc, moi, ma mère, elle a vu que j'avais beaucoup trop d'énergie. Ma mère était une femme fabuleuse, mais elle disait, faut que je m'occupe de la maison Faut aussi. canaliser. C'est ça, fait qu'elle m'envoyait au patro. OK. Ah. Alors nous, moi, je suis un gars de Limoilou. J'aime et j'ai profondément aimé ce quartier, qui est mon quartier d'enfance. Et le patro était à 2 rues de chez moi. Donc c'est là que c'est là qu'on m'a enseigné plein de choses. C'est là qu'on m'a enseigné les valeurs. C'est là qu'on m'a enseigné... C'est là que j'ai eu des amis. J'ai des amis que j'ai encore. T'as des amis du patron que t'as Ouais, encore? Mon ami Martin qui habite à Montréal maintenant, mes deux amis Martin, mon ami Jean-François, des gens que j'ai côtoyés et quand on se revoit, il y a cette allégeance, cette appartenance Ouais. à un lieu qui a façonné notre enfance. Mais tu Mais sens... moi, ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Là. Tu sais, c'est le patron. Mais c'est t'avais jouer quel dans la âge, cour. mettons? Ben, à partir de 5-6 ans, là, jusqu'à... Je suis devenu aide-moniteur. Au patron? Oui. Mais ça a stimulé ton sens de la communauté énormément. c'est C'est ce que je clair. comprends. Ouais. Mais ma mère était une femme de communauté. OK. Et donc, dans ses valeurs, ses enseignements, mais aussi dans ce qu'elle était, surtout dans son modèle. Mon père était un gars de communauté, mais ma mère, c'était encore plus enraciné. Puis, il y a une histoire que j'ai contée 100 fois, ça va être la 101e, C'est correct. Nos auditeurs l'ont peut-être pas entendu. qui m'a façonné et je dirais après. Parce que quand tu es jeune, Ouais, tu comprends pas tout le sens. Ouais. Ma mère l'était venue quand tombaient les hélicoptères, les SAMAR des érables. Oui, 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 oui. Hein? Parce qu'on Oui, appelle oui. les hélicoptères. Dis-moi pas que tu connais pas les hélicoptères. Oui, oui, hein? ça tombe, Tu là, viens de ça a comme Mirabel, deux là, ailes, tu sais. ça il y a tourne. des hélicoptères à Mirabel. C'est là. c'est parce que quand ils t'as tombent dit des tombe arbres. les hélicoptères, j'étais comme, Mais moi c'est de la poésie. Non, pas les hélicoptères mécaniques. Non, là, non, les- je le celles sais, des la petite érables. affaire qui sème, Oui. là. Oui, oui, Exact. oui, on L'affaire adore. qui tourne d'un Fait que les véhicule, un érables- hélicoptère qui tombe des arbres. Oui, voilà, c'est mieux dit. On a vu le Mais gars. il parle de son enfance, fait qu'il utilise des ça. expressions C'est de très son... poétique, là. C'est vrai. On va On tuer, aime on va ça. tuer. On est là. Donc, quand tombent les C'est ça. hélicoptères... Alors, il arrive évidemment sur le gazon, ça va. Ouais. Mais il arrive sur le trottoir et sur la rue. Oui. Et ma mère, à chaque année, passait, balayait les hélicoptères
Pas les vrais, là, pas celles en métal. Ouais, OK? Ça va être une géante. C'est ça. Non, mais... Elle prenait le fer, non. Et elle ramassait ça. Ouais. Et le voisin sortait pour lui dire, Thérèse, c'était son nom, fais pas ça, la ville va le faire. Oh! Parce que c'est vrai, la ville nettoie les trottoirs, Ben oui, nettoie ben la oui, ben rue. oui. Et ma mère répondait chaque fois. Et ça, pour moi, c'était un des plus puissants enseignements de ma mère. Mais la ville, c'est moi. Au sens où cette ville-là, j'y vis. Ben oui. Elle m'appartient en propre parce que je suis un membre, je ne suis pas la propriétaire exclusive. Oui. Et donc, ce trottoir-là, cette rue-là, si je la À balaie moi. pas, ben, c'est que je laisse à cette ville-là quelque chose qui ne m'appartient pas. Or, je vis ici, j'appartiens ici, donc je suis partie prenante de la rendre plus belle, de l'améliorer, de la nettoyer. Oh, c'est beau, Thérèse. Et Thérèse, non, mais Thérèse, c'était une machine de guerre. Ah ouais, Thérèse, ouais. c'était Ah une ouais. femme de... Moi, j'ai été élevé par une femme qui m'a probablement façonné à 95 % de ce que je suis, là. Oh. Sans elle, je ne serais pas le même, c'est sûr. J'étais ben trop dissipé, ben trop d'énergie. J'avais un gros moteur et une petite carrosserie. Fait que ça sortait Fait que ça partout. roulait croche un Ah oui, peu des c'est ça. fois. Puis, tu sais, je pesais sur le gaz, je fais rentrer dans le mur. Là, Oui. Fait qu'elle, elle a été... Tu elle fait penses-tu partie que des ça grandes t'a personnes. donné le goût de dire un jour je vais être mère? Oui, ultimement. Mais j'avais pas ce rêve-là quand j'étais jeune. Ah non? Non. J'avais pas, C'est quoi ton rêve? je voulais, très jeune, pompier. Après ça, enquêteur de police. Enquêteur de police? Ouais, moi, je suis fasciné par les Sherlock Holmes de ce monde. Mon préféré, c'est Hercule Poirot. OK. Ouais. Ouais. J'adore les Agatha Christie, j'adore ces enquêtes-là, puis autant en film qu'en livre, là, autant en En fait, série. tu devines-tu avant, des fois? Oui, Oui. mais j'aime me laisser porter. Ah, OK. T'es Ouais. pas du genre, ah, moi, je pense que c'est un tel. Oui, je peux être du genre comme ça, mais j'aime me laisser porter. J'en réécoute même. J'en réécoute, puis je me laisse encore porter. OK, je pensais Ouais. que t'allais dire, j'en réécoute, puis je suis vraiment surpris. Je m'y Colin, c'est attendais lui pas. qui pense. Je me dis, ouais, mauvais inspecteur. Mais t'as Mais- toujours été dans le service, dans le fond. T'as toujours voulu être au service de. Oui, mais ça vient aussi de ce que je suis, puis de ce que mes parents, ma mère m'ont enseigné. Donc, la prévention, les cégeps, la prévention du suicide, Centraide, Oui. ça a toujours été dans cette lignée-là. Puis on va faire des emplois dans le privé vraiment intéressants, vraiment très lucratifs. Puis j'ai vraiment rien contre le privé. Là. Ça prend des gens pour faire ça, créer de la richesse, faire vivre des entreprises. C'est super utile, c'est bénéfique. Plus. Mais moi, j'ai toujours résisté parce que je voulais servir. Mais Je c'est ça, voulais servir. tu l'as dit, là, puis je suis pas sûr que tout le monde a compris, mais tu as travaillé pour Centraide, Ouais. tu as travaillé en prévention Ouais. du suicide, donc vraiment beaucoup aller vers l'autre, au service de l'autre. Mais je suis pas Mère Teresa pour autant. Là. Tu sais, OK. ça me nourrit. Là. Ouais. Servir, pour moi, là, c'est pas oh mon Dieu, je mérite qu'on me prenne une minute de silence. Ça n'a pas rapport. Je suis autant nourri par ça que ce que les gens me donnent, Oui, que ce que oui. j'essaie de leur apporter. C'est pas je donne puis d'autres reçoivent. Je reçois énormément. J'ai Ouais. rencontré des personnes Ouais. phénoménales qui m'ont appris qu'à donner, on reçoit plus même. Oui. Ouais, puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est drôle, le plaisir qu'on a de donner et d'offrir. Tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans qui est un beau moteur. Yvon Charret disait en philanthropie, il disait il y a beaucoup de plaisir à donner. Puis si vous n'avez pas ressenti ce plaisir-là, c'est parce que vous n'avez pas donné encore assez. Ah, C'était un solliciteur en philanthropie extraordinaire, mais Oui. l'ancien PDG de Industrielle Alliance. Mais tu sais, une vie sans sens, c'est dur à amener, c'est dur Ben à oui. vivre Oui. longtemps. Oui. Donner, être en relation, contribuer à quelque chose de plus grand que soi, moi, je pense que tout le monde aspire à ça. Trouves-tu qu'on manque de sens Ben, en ce moment? je pense que parfois, on nous a fait à croire que dans la quête individualiste qui nous est souvent proposée comme l'idéal humain, tout était là. Je pense que c'est correct de ne pas être des fourmis au service d'une communauté et de s'oublier. Mais je pense que ça prend un équilibre avec cette idée que si tu es juste là pour toi, tes propres intérêts, ça manque de sens. Je pense que de donner, de rencontrer, d'aider, d'être aidé, d'être en relation, de toute façon, dans une vie, tu vas avoir besoin d'être aidé. Ah oui. Ça exact. n'arrive pas à une vie où tu n'as pas Exact. besoin des autres. Alors, c'est cet clair. échange-là fait en sorte que... Moi, je pense qu'on... Tu sais, quand on questionne les gens au crépuscule de leur vie, puis on leur demande qu'est-ce que tu regrettes, la première chose, c'est de ne pas avoir mis assez l'accent sur les gens que j'aimais. Pas avoir Ouais. mis assez de temps. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste. Oui, ce qui reste, C'est les c'est gens. aimer et être aimé. Ouais, Je c'est les l'avais gens. lu, moi aussi, ça m'avait Ouais. beaucoup marqué, ça. C'est De les dire gens. si t'as pas aimé ou pas été aimé.
Puis les Ou même bonnes les deux. personnes. Il y a des gens qui, dans notre entourage, ne sont pas les bonnes personnes. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, parce qu'on n'est pas... On n'est pas liés, on n'est pas aux mêmes étapes de vie, on n'a pas les mêmes valeurs. Ça se peut, c'est pas grave. Mais les bonnes personnes, ceux qu'on aime, celles qui nous aiment, c'est ce qui reste. Là. À la fin de notre vie, c'est ce qui reste. Moi, je pense qu'avant de fermer les yeux, ce que tu dois voir, c'est 3, 4, 5, 6 personnes, l'amour que tu as eu, les gens que tu as aimés, les gens avec qui tu as tissé des solidarités, avec qui tu as bâti des choses, puis avec qui tu dis, bien, ce parcours-là valait la peine parce qu'ils ont été dans ma vie, j'ai été dans leur. Puis on a été solidairement ensemble longtemps. C'est très philosophique. Est-ce que tu... Oui, c'est mon passé, ça Oui, aussi. c'est ça. Ouais. Est-ce que tu considères que tu leads ta ville de cette façon-là? Est-ce que ça l'influence, la Oui. manière dont tu leads? Oh oui. Oui, mais c'est dur en politique de... Moi, je pense qu'il faut... OK, ça va être théorique. Je pense qu'il faut leader avec le cœur. OK. Oh. En premier lieu. Ouais. D'accord. Ça veut pas dire... c'est pas subjectif au sens personnel, c'est au sens de... Il faut rester proche des gens, il faut rester sensible aux gens, il faut être dans cette relation où il y a des cœurs qui se parlent, il y a des gens qui se parlent de ce qu'ils sont, avec vulnérabilité. La politique, c'est l'opposé de ça. Si tu exprimes la vulnérabilité, tu es un faible. Puis encore même dans nos sociétés. Moi, avant de suivre j'ai eu la chance d'avoir une coach extraordinaire qui s'appelle Chantal Tardy. Avant de la rencontrer, moi, je pensais qu'être un leader, c'était quelqu'un qui savait tout, qui était invulnérable, qui était infaillible. Oui, mais on a c'est encore souvent beaucoup... ça qu'on pense. Oui, cette Ouais, perception. ouais. Moi, j'ai été élevé à l'époque de Goldorak. Ah oui, mais Ouais. on est à la même époque. Alors, les dessins... je suis... Figure au point, Oui, mais Astéro ça nous a H. exactement, ça nous a marqué. OK? Actarus, toute la Fait kit. que c'était un héros qui embarquait dans un robot combattre les méchants robots. C'était japonais, mais c'était difficile au Québec. Et je me souviens même de la chanson. Moi, dans ma tête, pour être un leader, il fallait être Goldorak. OK. Tu es infaillible, tu sais les réponses, OK. tu te fais jamais prendre par défaut. Puis à un moment donné, avec elle, on a travaillé cette idée que c'est tout sauf ça, le leadership. C'est tout sauf ça, essayer de l'idée. C'est d'accepter la vulnérabilité. C'est d'accepter de dire je le sais pas. C'est d'accepter de dire je me suis trompé. Et en politique, c'est un peu antinomique à la politique, ça. Alors, c'est des allers-retours où j'essaye d'aller jouer dans ces zones-là, puis en même temps, des fois, tu te protèges, fait que tu te retires un peu. Fait que c'est une espèce de Moi, c'est drôle quand tu me parles de ça, j'entends René Lévesque, le soir de la défaite, qui a dit, si je vous ai bien compris, vous me dites à la prochaine fois, il était vulnérable en estique ce soir-là. Puis c'est pour ça que ça, c'est resté comme une des plus grandes phrases du Québec. Ouais. Comme un des plus grands discours du Québec. On ne se souvient pas tant de ce qui est venu avant. Non, c'est vrai. On se souvient de cet élément. Ouais. Puis moi, j'en ai Charles Lepoul, t'en parles, j'en ai Charles Lepoul. Moi aussi, ça d'un m'émeut, homme là. devant une foule qui a tout donné, qui a donné sa vie, Ah, Chris, oui. puis qui n'est pas dans l'amertume. Non. Ça prend de la force, là. Ouais. Ça prend du courage, mais qui est dans la vulnérabilité, comme tu dis. Ouais. Ben, en fait, il a dit qu'on était quelque chose comme un grand peuple, Exactement. malgré qu'on y avait dit non. Ouais. Il est Hey, c'est encore dans beau. l'espoir, il est encore dans le rêve, il est encore dans « faut se réunir ». Il n'était pas dans « vous autres qui n'avez pas voté, vous êtes des salauds, puis Non. les autres, c'est des bons ». Ça, on l'a vu. Ben, mais c'est humain, là. Quand tu as tout investi ta vie, puis tu arrives... On le voit en politique, des politiciens, des femmes, des hommes qui s'investissent, puis au soir d'une défaite électorale, sont amers, puis on ne peut pas tant leur en vouloir, parce que tu as l'impression que après tout ce que tu as donné ta santé, ton énergie, tes heures, tes meilleures heures, tu as laissé tes amis, puis on te dit, on te montre la porte, bien, c'est sûr que l'amertume est normale. Mais René Lévesque, ce soir-là, Pour moi, c'est une des plus grands... C'est le dernier vrai grand leader québécois qui pouvait, pour moi, de mon histoire, là, tu sais, de dire... J'aurais tellement pas réagi de même, avec le recul. Ouais. Mais tu fais, mais c'était quand même la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire. Puis c'est pour ça que c'est resté autant dans l'histoire comme un modèle. Mais moi, je pense que c'est à la fois inspirant, puis ça ouvre la porte à plein d'autres qui suivent. Puis comment on fait, en tant que leader, de rester vulnérable, mais de ne pas créer de la peur auprès de ses citoyens? Parce qu'il y a quand même de dire « je ne sais pas », ça peut créer de la peur. Oui. Comment on fait? Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent leur leader invulnérable, parce que s'ils montrent de la vulnérabilité, ça suscite chez eux de l'anxiété. Je le sais pas. Je vais te répondre honnêtement, là, j'essaie de trouver la voie. Puis des fois, on s'égare. Des fois, tu vas trop du côté de la protection, trop du côté de l'affirmation. D'autres fois, tu vas trop de l'autre côté. Et Romain Gary a dit une phrase extraordinaire, c'est le juste milieu. Quelque part entre s'en foutre, c'est mes mots, mais ça ressemble à ça, quelque part entre s'en foutre puis rester vulnérable. Parce que dans la vulnérabilité, en politique, si on te sent vulnérable, on va t'attaquer. On va t'attaquer par tes faiblesses, puis on va
tout le temps cibler la même chose. Fait que tu peux pas juste être vulnérable, ça se fait pas. Puis en même temps, ben, si tu es de glace, puis loin des gens, ben, tu n'es pas en train d'être en corrélation avec ta population, en relation avec ta population. Fait que certains diraient que j'ai été extraordinaire, d'autres diraient que j'ai pas écouté. Dépendamment des positions politiques, c'est ça. Puis j'ai probablement été les deux. Ben, en fait, on n'est pas unidimensionnel. Tu sais, en fait, on a tout un potentiel d'être un trou de cul. Tu sais, pour vrai, c'est plate à dire, mais c'est vrai. Selon certaines situations, ça ne fait pas sortir le meilleur de toi-même. Ça se peut, ça. Puis c'est ça qui est... T'as tout à fait raison. On a l'impression qu'être trop de cul, c'est un état. Tu l'es ou tu l'es pas, ça n'a pas rapport. Non. C'est des situations de vie qui t'influencent, puis il y a des moments de ta vie où tu n'es pas au meilleur de toi-même. Ouais. Puis tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin, des fois, l'échapper. Tu as besoin, des fois, t'enfarger et faire OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Ouais. Pourquoi ça, c'est pas moi? Puis c'est comme ça que je réagis pourtant. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Comment ça vient me heurter? Mais c'est un beau petit travail. Y a-t-il des moments chez toi qui est arrivé que tu as fait « Oh, j'ai appris de celle-là ». Ben oui. Est-ce que tu peux en nommer? Non, mais il y en a plein. Des moments où... il y a un moment où je voulais... on avait une histoire d'un restaurateur qui ne parlait pas français et qui sont menés en anglais à Québec. OK. Puis pour moi, c'est important que Québec reste francophone puis revalorise le français. Okay. Je pense que Montréal a ses défis, puis c'est pas je ne mets pas la faute sur personne, mais il faut quand même se servir de cette école pour dire, dans notre ADN, il y a le fait français. Mm-hmm. Alors moi, je suis très accueillant, je suis ouvert aux communautés, mais c'est en français que ça va se passer. Fait que ça c'était sorti d'un média, puis j'avais dit, ben à Québec, c'est pas négociable, c'est en français. Je pense que j'aurais pu dire les mêmes choses. Je pense que j'aurais pu partager la même conviction pour le fait français, puis en même temps montrer plus d'humanité envers cette personne-là qui, à travers son vécu, avait peut-être pas eu toutes les chances qu'il fallait pour apprendre le français. Fait que, comment on peut faire pour être humain, puis en même temps pas déroger de grands principes? Ça m'a appris cet équilibre-là. Ça, c'est un exemple. Il y en a mais c'est un bel exemple. C'est un exemple de clip aussi. C'est-à-dire que ça serait facile de te clipper là-dessus. Et on m'a clippé là-dessus parce que ma clip était claire. Non, mais je le sais. Ta clip était claire, mais c'est-à-dire que si tu avais dit à Québec c'est en français, mais, mettons, on va offrir à telle personne un cours de francisation, puis je m'engage, moi, comme maire, à aller jaser 15 minutes par semaine avec lui. Je dis n'importe quoi. Tout ça aurait été bon. La clip, ça aurait été au Québec, c'est en français. Mais en même temps, ça aurait pu être... Tu comprends? Parce que ça aurait été facile là, d'aider cette personne-là. Oui. Puis, si elle veut s'aider. Oui, puis moi, je pense que c'était le cas. Okay. Mais qu'elle veuille s'aider ou non, j'ai raté sans le vouloir une occasion d'être plus humaniste là-dessus. Le principe l'a emporté. J'étais pas de mauvaise foi, j'en veux pas ce monsieur-là. Là, j'avais rien contre lui. C'était juste sur un principe, mais je me suis mal exprimé. Fait que des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Des dizaines de fois où tu fais là-dessus, je suis allé trop dans la protection. Parce que la langue, entrevues que j'ai faites touchait peut-être aussi. T'es touché au cœur par la langue. Parce que si tu vas en Allemagne ou tu vas dans les pays scandinaves, c'est non négociable. Tu as 6 mois pour te placer, sinon, ciao, bye, tu t'en vas ailleurs. Puis moi, je pense qu'on doit offrir tout le soutien, mais on doit s'assurer que les gens parlent français. Ça, pour moi, c'est fondamental. Dans un océan nord-américain anglophone, c'est très facile, si tu ne mets pas les mesures de protection, que nos enfants ou nos petits-enfants parlent pas français. On le voit, là. Ah oui? On le voit. C'est pas une menace... non, c'est pas théorique. Là. C'est pas théorique. Là. C'est clair que ça va arriver si on bouge pas. Puis, avec ça, tu es capable d'apprendre une fois à l'autre. Je pense que pour apprendre, il y a des choses qu'il faut affirmer avec certitude, mais il faut toujours se remettre en question. Moi, je doute de pas mal tout. Le doute me vient de la philosophie probablement et d'avant, mais il faut douter. Fait que ça ne m'empêche pas d'affirmer des choses, mais ça ne m'empêche pas non plus, parce que je les ai affirmées le soir venu, de dire « C'était-tu bien dit? C'était-tu bien affirmé? C'était-tu le bon moment? L'as-tu fait dans la bonne occasion? J'ai utilisé les bons mots? » Que tu dises que le doute fait beaucoup partie de ta vie, parce que pour moi, être dans le doute, c'est un état stagnant. Ça m'angoisse. Je suis pas bien dans le doute. Ah non, moi, c'est un état riche. C'est un état d'une grande richesse parce que c'est le doute qui te permet de te confronter un peu, de te bousculer un peu, de te remettre en question, puis de t'améliorer. Si je doute jamais, je suis sûr que j'ai raison. Oui. Fait qu'en doutant, je suis obligé de me dire... Mais combien de temps tu doutes, tu comprends? C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu avances. Oui, mais... OK, mais alors, selon moi, c'est pas le doute la faille. De douter, c'est correct, mais il faut pas douter au point de se dire... J'en viens à me remettre en question au point de dire je suis pas bon. Oui.
Voilà. Le doute, il me fait pas perdre ma confiance en moi. Le doute, il est, OK, ça, je l'ai pas bien fait. C'est de l'information. Ben oui. Non, mais des fois, je suis déçu, des fois, je suis touché, des fois, je suis triste de ça, des fois, je suis fâché contre moi-même de ne pas avoir bien fait les choses. Mais je passe par-dessus en me disant... On a cet exemple-là, c'est des discussions que j'ai avec plein de monde. Imagine, on réussit quelque chose. En général, les perfectionnistes, on réussit quelque chose, mais il y a un petit point noir qui reste dans le tableau, puis là, on regarde juste le petit point noir. Attends une minute, tu as dit les perfectionnistes. T'es perfectionniste? Oui, Ah, oui, okay. oui. Parfait. Ça vient de ma mère. Ça, oui. Je suis en thérapie avec moi-même là-dessus pour apprendre à être bienveillant. C'est bien. Mais tu vois le point noir, puis là, tu focuses sur le petit point noir, puis là, tu t'en veux du point noir. Pourtant, 95-97% du tableau est beau, les couleurs sont belles, mais tu dis, tiens, point noir. Hey, Colin, comment ça, j'ai pas vu le point noir? Puis là, tu t'en veux, puis tu tapes dessus. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas de se taper dessus. Le doute, c'est pas, je suis un pas bon. Le doute, c'est, OK, pourquoi j'ai fait ça comme ça? J'ai-tu fait la bonne chose? C'est quoi les conséquences? Puis si j'ai pas fait la bonne chose, c'était quoi mes idées qui m'amenaient là? Alors, on parlait de la langue. Pourquoi j'étais allé là? J'en voulais pas, monsieur. Je voulais affirmer au effort un principe qui m'est cher. Fait que je suis juste parti de ça. J'ai oublié l'humanité dans mon message. C'est pas qu'il y avait zéro humanité, mais il n'y en avait pas assez. Mais il y en avait pour toi, en tout cas, parce que ça t'a trigger, tu sais, ça t'a déclenché sur ton cœur. Il y en avait pour toi. Mais après, je suis obligé de faire, OK, j'ai pas fait la bonne chose. Je suis pas un épais pour autant. Si le doute t'amène à... Oui, si le doute t'amène à dire, je suis pas bon, je suis une pas bonne, là, t'es mort. Ouais. Parce que là, ça t'arrache quelque chose, ça t'arrache le cœur, puis le lendemain, c'est dur à repartir. Moi, c'est pas ça. Ça me permet de juste dire, OK, j'ai pas été bon. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et c'est pour ça que je te dis que c'est riche. Après ça, j'essaye, puis les dernières années ont été riches là-dessus. On se tape beaucoup sur la tête. Hein. Les gens qui doutent, les gens qui acceptent de se remettre en question. Il y en a qui ne se remettent pas en question. Mais j'imagine surtout en politique, là, parce que tu te le fais montrer. L'opposition, c'est sa job à temps plein de te dire que t'es pas correct. Et de personnifier. Ah oui, ben oui. Sur la personne. Oui. Il nomme ton nom. Ouais. Fait que tu peux pas dire, prenez pas personnel. Ouais, ça commence par ton nom, puis des fois, ça finit par ton nom avec un sac. C'est pas mal, toi. Exact. Fait que ça aussi, ça m'a appris à justement être capable d'apprendre à être bienveillant envers soi. Je pense que les gens qui se remettent en question, c'est une des choses qu'ils doivent apprendre. C'est pas parce que tu as fait une erreur que tout le tableau est sombre. C'est pas parce que tu as fait une erreur que tu vaux rien. C'est pas parce que tu as un épisode de ta vie qui est dur que le reste de ta vie va être dur. Ça n'empêche pas que c'est pas facile à vivre. Mais tu as de la valeur en dehors de tes échecs. Tu as de la valeur, tu vaux plus que tes échecs. Puis ça, ça te permet de dire, OK, chaque échec est une occasion d'apprendre si je le vois pas comme une occasion de me flageller. Parce que si tu flageller, il n'y a rien à gagner de ça. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, pour être bienveillant pour toi? La première chose, me pardonner. Me pardonner mes erreurs. Et pardonner aux autres aussi. Là. C'est un peu judéo-chrétien, non? C'est très judéo-chrétien, mais c'est pas parce que c'est judéo-chrétien que c'est mauvais. Pas dans le sens... Moi, je suis pas pratiquant, là. Pas dans ce sens-là. Dans le sens où je pense que se pardonner, c'est une des clés pour passer à d'autres choses. Si tu ne te pardonnes pas une erreur, tu vas rester là. Tu vas rester là à cet endroit de « je m'en veux d'avoir fait ça, je m'en veux d'avoir fait ça ». OK, tu l'as fait, là. C'est passé. T'aimerais ça revoir, t'aimerais ça revenir, refaire le film, revenir au début du film puis pas refaire l'erreur. Je te comprends, moi aussi, chaque erreur, j'aimerais ça revenir au début du film. Maintenant, elle est faite. Il y a des erreurs qui ont plus de conséquences que d'autres. Il faut assumer les conséquences. Mais au-delà de ça, la plupart de nos erreurs n'ont pas de grandes conséquences, autrement qu'on a dit quelque chose à quelqu'un qu'on ne voulait pas dire, on a fait un geste, on a blessé. C'est fait. T'as beau rentrer ta tête dans le sable, c'est fait. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas réécrire le film. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses, tu le dis. Si la blessure est profonde puis la relation est coupée, apprends pour ta prochaine. C'est ça qui reste. Ouais. Il reste le présent puis le futur. Le passé te sert juste à dire il est fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux en apprendre? Mais là, ça a l'air super zen comme ça. Là. C'est un travail de tous les jours. Mais je sens qu'on va le réécouter plusieurs fois, cet épisode-là. Ouais, je trouve ça beau parce qu'il y a beaucoup... J'entends depuis le début de la conversation que l'apprentissage fait vraiment partie de ta vie. Ouais. L'apprentissage, tu apprends, tu te nourris de l'apprentissage de ton introspection. Pas juste personnel. La vie est trop courte, on ne vit pas assez longtemps pour juste apprendre de nos erreurs. Moi, j'essaie d'apprendre des bons coups des autres puis des erreurs des autres. Quand je vois quelque chose qui se passe ailleurs, je fais OK, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Mais surtout, pourquoi il fait ça comme ça? Ouais. C'est quoi le contexte qui l'amène à faire ça comme ça? Puis on voit, OK, c'est pas la bonne chose. C'est facile de dire, il aurait dû faire ça. OK, maintenant, moi, comment j'aurais fait? Puis, je pose la question, j'aimerais ça poser cette question-là à tous les politiciens que je rencontre.
quand il y a un autre politicien qui prend une décision, qui avance dans une direction, puis que c'est pas nécessairement le choix que tu aurais pris. C'est pas ce que tu aurais fait. Ouais. Est-ce que tu te questionnes justement à savoir, je me questionne à savoir c'était quoi ses motivations? Oui. Oui. La question la plus importante, je pense, pour se comprendre entre humains, là, c'est pourquoi. Oui. Puis on la pose pas assez. Oui. Tellement d'accord. Tu as un ami qui fait quelque chose, tu as un collègue qui fait quelque Ouais. chose, tu as un autre politicien qui fait quelque chose, puis là, tu n'es pas d'accord, Ouais. tu dis, il a tort. Je comprends pas pourquoi il a fait ça de même. OK, ben c'est justement là. Justement. Hey Pierre, aide-moi, je comprends pas. Ouais. Tu as fait ça, pourquoi? J'aimerais ça comprendre. T'as-tu fait ça avec Geneviève Guilbeault quand tu t'es Pas assez. avec? Pas assez. Pas assez, parce que... Remets donc en contexte la situation. Il faut laisser le mettre en contexte. Ben non, mais il y a eu plein de situations. Il y a eu plein de situations où, comme ministre des Transports, Mme Guilbeault et moi, ou comme ministre de la Capitale nationale, on était aux antipodes. Là. On était aux antipodes. Vous êtes coltaillés sérieusement. Oui, plusieurs fois. Puis il y a eu des mots durs qui se sont dit. Oui. Mais est-ce qu'il y a des choses que après, quand tu regardes après, là, à rebours, tu dis je referais différemment, c'est sûr. Mais j'étais quand même intègre avec ce que je pensais. Mais il y a des pourquoi dont je pensais avoir la réponse. Peut-être que je l'avais pas, peut-être que je l'avais. Puis il y a des choses sur lesquelles je me disais, puisqu'on a des visions politiques différentes sur certains sujets, on va l'assumer. Là. Ouais. Maxime Penneau-Jobin m'a appris, je ne suis pas sûr que ça vient de lui, mais c'est lui qui me l'a dit, ancien maire de Gatineau. Ouais. La politique, c'est l'institutionnalisation des conflits. Ouais, c'est vrai ça. Donc, au lieu de se taper sur la gueule, puis que le plus fort ou la plus forte gagne, on se crée des arènes où les gens ne se tapent pas dessus, mais ils sont capables de présenter des oppositions différentes et de prendre des votes et de faire avancer quand même, malgré les oppositions, malgré les désaccords. La politique ne sera jamais un lieu d'amour total, puis on ne va pas se prendre par la main et chanter Kumbaya. Là. C'est l'institutionnalisation des conflits, mais on le fait de façon civilisée. Ouais. Fait qu'il reste quand même que quand tu acceptes dans la politique, il y a des gens avec qui tu ne seras pas d'accord, puis tu vas l'exprimer, puis les voix sont parfois parallèles, ne se réconcilient pas, puis c'est correct, j'assume ça. Mais en même temps, au Québec, on voit beaucoup le débat comme un conflit, alors que le débat, c'est peut-être un échange d'idées. C'est pas obligé d'être une lutte. Non, c'est pas obligé. Parfois, ça peut l'être, parfois, ça le sera. Mais parfois, ça ne devrait pas l'être. Et honnêtement, on y perd si on est toujours en croisade. On le voit sur les médias sociaux. Les médias sociaux, souvent, pour certains, c'est des occasions de croisade. Quelqu'un dit noir, tu dis que c'est un con parce que c'est rouge. Tu as le droit de vouloir rouge, lui, il dit noir. Maintenant, pourquoi il veut rouge? Pourquoi? Là, peut-être que c'est un lieu de discussion. Alors sinon, peut-être qu'il va dire, tu sais quoi, je suis albinos. Puis là, on vient de... Je voulais mettre rouge, je me suis trompé. J'ai pesé sur noir. Puis là, j'étais trop orgueilleux, j'ai gardé mon rouge, mais dans le fond, j'aime mieux ton noir. C'est ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de conflits, pas tant en politique, c'est un peu différent, mais beaucoup de conflits sont issus de « on ne s'est pas compris Ouais. ». Puis on s'est pas pris on a pris la décision de juger sans savoir le pourquoi. Ouais. Puis regardez dans nos réseaux d'amis, on va à un souper un samedi soir, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, on ne demande pas pourquoi, on le juge. Oui, oui. Puis là, tu reviens en char, puis tu dis à ta blonde, hey, non, mais c'est un cave, pourquoi tu le dis? OK, mais tu as jugé de quelque chose, tu n'as pas posé la question. OK, toi, tu dis que ça n'a pas d'allure. OK, pourquoi? Oui. Ouais, mais le pouvoir du pourquoi, en fait, le pourquoi permet de mieux comprendre, mais le pourquoi peut être un méchant moteur aussi, parce qu'une fois que tu as stimulé le pourquoi dans quelqu'un, là, ça peut être un moteur de changement. Moi, je reviens souvent là-dessus. Pourquoi? Tu n'as pas demandé le pourquoi, tu n'as pas expliqué le pourquoi. Le pourquoi, là, si on mettait ça dans notre quotidien, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur. Il faudrait qu'on soit toujours entouré d'enfants qui sont dans leur période de pourquoi. Pourquoi? Exact. Tu sais, des fois, mes neveux et mes nièces, ils me demandent pourquoi, puis tu sais, ça n'arrête pas le pourquoi, c'est pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Des fois, je suis comme, c'est une maudite bonne question, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, la vulnérabilité, c'est bon, bien. Mais même nos villes, dans la capacité de communiquer, on n'explique pas encore assez pourquoi. J'étais à Montréal récemment, puis il y a des gens qui ont eu un avis comme quoi leur rue allait fermer 10 semaines pour rénovation, alors qu'elle l'an passé, elle a été construite, reconstruite à nouveau. Oh, là, les gens, ils font... C'est intéressant. Il y a peut-être un très bon pourquoi. Il y a peut-être un très bon pourquoi qui fait que la ville... On a appelé Gaz Métro quand on a fermé la rue, puis là, ils voulaient... Oui, mais ça c'est peut-être pas un bon pourquoi. Mais il y a peut-être un pourquoi qui fait qu'en l'étalant sur 2 ans, ça a été moins long, par exemple. Je le sais pas. Je fais juste dire que dans les communications, on n'explique pas. Peut-être qu'on l'a expliqué dans une consultation où il y avait 100, 200 personnes, mais il faut prendre le temps d'expliquer à plus de monde, notamment dans les avis aux portes, pour dire, on vous rappelle,
Oui, on aurait fait votre rue. Vous vous demandez peut-être pourquoi on recommence encore des travaux pendant 10 semaines? Oui. Bien, voici pourquoi. Oui, S'il y a un pourquoi, on a manqué une occasion de pédagogie. tout à fait. Moi, j'en ai un pourquoi pour toi. La ville de Québec, c'est la première ville au pays qui est associée avec Greenlight de Google, Oui, compagnie américaine. oui. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont proposé un partage de leurs données. Donc, on ne partage aucune donnée. Là. On ne leur donne aucune donnée à nous. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi le projet Alors, Greenlight? Google, ce qu'ils font, c'est qu'à travers des villes dans le monde qu'ils ont choisies, Québec a été une des villes choisies, il y a peu de villes choisies, ils analysent avec l'intelligence artificielle le déplacement des voitures aux intersections et ils font des recommandations aux villes qui sont parties prenantes du projet pilote pour dire, bien, si vous, la lumière précédente, vous axez ces feux de circulation avec tel délai de telle façon, vous allez avoir plus de fluidité à la lumière suivante. Fait que l'intelligence artificielle permet de voir qui accélère, décélère, dans quel mouvement, à quel endroit, à quel moment ça crée du trafic. Puis eux autres sont capables de voir à travers toutes les données de leur utilisateur Google sur leur cellulaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la fluidité. Fait que 13 intersections ont été bonifiées à Québec, ça a amélioré la fluidité de 12 %. Ah oui! Ouais. Mais en même temps, c'est un peu comme la synchronisation des feux. Oui, mais plus. Oui, c'est ça. Que c'est comme, Tout à fait. c'est comme la synchronisation, ouais. mais... Sauf que l'intelligence artificielle permet des fois d'aller même de façon contre-intuitive. Dire, oui, mais c'est une synchronisation, mais si on désynchronise ici, ça va être moins bouché là, puis les gens gagnent du temps. Wow, OK. Fait que ça, ils nous ont fait des recommandations sur une cinquantaine d'intersections. Il y en a 12 qu'on a utilisées. Il y en a qui n'étaient pas possibles parce qu'eux autres, ils ne voient pas le contexte. Fait que des fois, il y a des travaux, c'est momentané, ça ne donne rien d'amener des correctifs. C'est les travaux qui créent des bouchons. Mais ça, pourquoi on s'est associé? C'est que Google nous l'a proposé. On était dans les villes choisies. On a un super système à Québec de gestion de la circulation. On est capable d'intervenir. On fait des milliers d'interventions annuelles sur des feux de circulation pour rendre la ville plus fluide. Bien là, ça permettait d'améliorer les choses. Mais là, j'entends certaines radios là, de Québec qui vont dire ouais, ça nous coûte combien cette affaire-là? Zéro. Zéro. C'est un partenariat qui coûte zéro avec Google, puis on ne donne aucune donnée. Les gens ont dit ouais, la ville va donner nos données. Non, on ne donne aucune donnée. Les données de nos citoyens, on ne donne pas ça. Fait que Google fait ça, genre, pour rendre service. Oui, mais Google fait ça dans une perspective. Ils sont pas caves. Là. C'est pour leur Google Maps, j'imagine. Oui, puis c'est aussi pour dire après à plein d'autres villes, voici, on a expérimenté avec ces villes-là, voici, c'est amélioré. On pourrait. Là, je ne suis pas dans leur modèle d'affaires. Ouais. En même temps, ils ont le droit de vouloir faire de la business avec ça. Nous autres, présentement, ça nous améliore, ça ne nous coûte pas une scène. Puis c'est comme ça qu'on l'a accepté. J'aimerais ça qu'on parle du changement parce qu'avant l'épisode, on en a parlé. On a parlé d'ailleurs du livre de... Attends, je vais retrouver son nom. John Cotter. Merci, John Cotter. Qui donne différentes étapes pour aider à faire un changement positif, j'imagine. Ouais. Les 8 étapes. Les 8 étapes, merci. Lui, il est parti d'entreprise. Il a analysé un paquet d'entreprises. C'est un prof à Harvard. Il a analysé un paquet d'entreprises, puis il a réalisé que 75 % des changements en entreprise échouaient. Puis on ne parle pas juste de la binerie du coin. Là. On parle de Ford, on parle de Volvo, on parle de grandes entreprises, GM, pas juste de voitures. Là. Et il a voulu comprendre pourquoi. Yeah. Pourquoi il échouait. Puis c'est comme ça qu'il en est venu avec 8 choses à ne pas faire qui l'ont amené vers 8 étapes à faire pour réussir un changement. Puis pourquoi en politique, tu disais que c'est dur d'expliquer le changement? Parce que tu nous parlais aussi d'une histoire de vitesse du changement. Oui, mais en fait, je pense que c'est plus dur qu'avant. Parce que le temps s'accélère, mais aussi parce que les crises s'accélèrent. Donc, prenons la crise climatique. Elle fait en sorte que si on veut résorber certains des effets des changements climatiques, il faut agir rapidement. Parce qu'il est un peu minou-moyen dans certains cas. Agir rapidement, ça veut dire agir parfois sans prendre le temps d'expliquer ou pas assez, sans prendre le temps de rallier ou pas assez, parce qu'on va avoir des changements. Alors là, présentement en politique, c'est toujours une espèce de fine ligne entre comment on peut faire pour accélérer assez pour avoir du changement, puis en même temps, pas perdre les gens derrière nous. C'est pas une recette, hein? C'est compliqué à savoir, c'est où tu vas assez vite, où tu vas pas assez vite, où tu vas trop vite. Fait que c'est ça en politique qui est compliqué parce que les gens vivent le changement présentement à plusieurs niveaux. Prenons juste les grands changements là, présentement. Il y a un changement de géopolitique, il y a des guerres, il y a des situations qui sont quand même... Il y a 2 grandes guerres qui sont nommées, là, qui sont très terribles sur les gens. Il y a la question des changements climatiques pour lesquels on voit les effets. Puis chaque année qui passe en témoigne encore plus, pas juste sur la hausse des températures. En fait, certaines personnes voient les effets. D'autres disent que ça n'a rien à voir. Ouais. Ben, les autres, ils ne voient pas leur portefeuille. Non, c'est ça. je pense qu'il y a
Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui ne voient pas les effets. Mhm. Je pense que par rapport au changement climatique, il y a des gens qui sont dans le déni. Oui, c'est clair. Et c'est un déni parfois salutaire pour eux. Mhm. Parce que si on nous demande de courir un 100 mètres en bas de 10 secondes, puis qu'on sait tous les trois qu'on n'est pas capable, moi, je ne suis pas capable de faire ça, on ne s'inscrira pas. Si on s'inscrit, puis qu'on le sait qu'on ne réussira pas, c'est pavé d'échecs. Donc, nécessairement... Ouais. En plus, il faut s'entraîner, puis tout, c'est on sait qu'on y arrivera. Ça pas. sert à quoi? Tu n'as pas le sens, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas le résultat. Je pense qu'en changement climatique, puis c'est pour ça qu'une émission comme la vôtre, un podcast comme la vôtre qui est extraordinaire, c'est qu'il faut montrer aux gens il y a des choses qui vont bien. Ça ne va pas juste mal pour que ça nous donne le goût et l'élan d'aller encore plus vite, d'aller encore mieux et de faire ces changements qui, oui, viennent nous bousculer. Parce que c'est ça l'enjeu. À travers les changements géopolitiques, à travers les changements économiques, on le voit avec la crise avec Trump, l'effet sur le post-pandémie, l'effet sur les tarifs, l'inflation, etc., le coût de la vie. Puis tu rajoutes les changements climatiques, il y a des gens qui ont l'impression que le tapis leur glisse en dessous des pieds plus que jamais avec la succession des crises. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, quand tu as le tapis qui glisse en dessous des pieds, des fois, tu as juste tendance à faire « Non, je vais essayer de rester en place juste pour garder un tant soit peu d'équilibre. » Ouais. Le triangle de l'inaction. Oui, là. exact. Alors, c'est pas simple de dire au monde « Non, non, il va falloir bouger quand même. » C'est pas simple de dire au monde « Churchill avait raison » ou on attend que le changement nous prenne à la gorge, puis ça sera pas le fun. Ouais. Ça sera pas le fun. Moi, quand je vois, c'est une phrase de Churchill, là, je pense à Darth Vader qui tient le monde par la gorge, qui surélève, puis le pied touche plus au sol. Là. Ouais. Quand tu attends que le changement te prenne à la gorge, tu n'as plus grand choix. Ou, même s'il est tard, on a encore la chance de le prendre par la main, le changement, puis d'en faire quelque chose qui peut être intéressant. Mais ça suppose de changer, et ça, il y a des gens qui ça bouscule. Fait que c'est un art présentement en politique de trouver la bonne vitesse pour changer, amener des résultats, et en même temps pas bousculer le monde au point où les gens décrochent. J'ai pas recette. On l'essaye, on apprend. Des fois, on va trop vite, des fois, on va passer vite. Mais j'imagine qu'à un moment donné, si tu veux l'idée, tu n'as pas le choix d'aller à une certaine vitesse parce que sinon, tu n'avances pas. Oui, parce que dans le changement, il y a toujours des gens qui ne voudront pas. Si tu attends l'unanimité, tu ne feras rien. Exact. L'unanimité, c'est le royaume de l'inertie. Ça ne bouge pas. Ouais. Ça reste comme c'est. Et ça, malheureusement, c'est une recette qui nous a amenés là où nous sommes. Là. Mais c'est dur pour les gens. C'est dur pour le monde de dire, même dans nos vies personnelles, là, ce qui t'a amené là où t'es, c'est pas ce qui va t'amener là où tu vas aller. Mm-hmm. C'est tough, là, parce que ça veut dire, les gens qui ont l'impression, mais tu renies notre passé. Non. Notre passé nous a amenés là où nous sommes. On a fait de grandes choses. On a passé au Québec à travers plus de 415 hivers. On a survécu. On a développé une société intéressante. Même nous, comme humains, on a survécu. Exactement. C'est le verglas, ça, c'est top. Mais juste la pandémie. Oui. Moi, je pense qu'il y a un épuisement là, en ce moment psychologique de bien du monde. Là, absolument. Parce que je me rappelle Legault là, quand il a dit ça va durer 2 semaines puis il faut que je s'adapter. Là. Mais bon, c'est un peu, moi je vois la vie un peu comme le ballon suisse, tu es en équilibre dessus. Là. Ouais. Je pense que là, quand quelqu'un dit il faudrait t'adapter, là, tu fais comme hey, je t'ai épuisé. Je suis déjà en train de m'adapter. Ouais, je fais que je suis déjà en déséquilibre. Vivre, c'est un déséquilibre. Hey, on va changer. Oui. T'as juste envie de dire. T'as juste envie de dire. Peux-tu prendre un break avant? En F. Puis, oui. De le mettre tout ce que je pense. Moi, je trouve que c'est un peu comme les changements climatiques, c'est un peu comme Fort Boyard, tu sais, c'est-à-dire, c'est prends ton temps. Oui, non, mais juste avant, quand elle disait prends ton temps, Marie-Soleil, elle disait prends ton temps, mais fais ça vite. Là, tu sais que c'était là. C'est là que ça se passe. Tu sais pas exactement ce que ça veut dire prends ton temps, mais fais ça vite, mais bon. Non, mais ça a resté. Moi, je trouve qu'en changement climatique, c'est ça en ce moment. Petite pause remerciement pour Circulia, notre partenaire contributeur de la Tournée des villes Ça va mieux qu'on pense. C'est une entreprise qui regroupe plusieurs organisations pionnières dans le monde de l'environnement au Québec. Dont fait partie Eni Corporation qui conçoit au Québec du mobilier urbain, des îlots de tri multimatières alliant esthétisme et performance environnementale. J'aimerais ça qu'on passe à la question de notre partenaire contributeur qui est Circulia. Oui. On demande à tous les maires et mairesses qu'on reçoit quelle est ta vision d'une ville plus verte, résiliente et circulaire? Alors, plus verte, c'est une ville qui attaque les différents chantiers. À Québec, c'est la mobilité. 66 de nos GS viennent du transport. C'est la décarbonation de nos bâtiments. Dans la ville, on sauve à peu près maintenant 13 millions par année. Juste en coût de chauffage de nos bâtiments parce qu'on a mieux isolé, mieux travaillé nos bâtiments. Fait que ça a des effets. On travaille avec Hydro-Québec, on travaille avec différents fournisseurs. Et la gestion des déchets.
À Québec, on a de bons succès avec l'usine de biométhanisation. Une grande proportion de gens ont changé et acceptent d'utiliser le sac mauve et font de la biométhanisation à travers leurs déchets de table. C'en est un exemple de changement qui marche. D'ailleurs, le sac mauve, il faut le souligner, au niveau du compost, les gens participent beaucoup plus à Québec que le reste du Québec. Parce que c'est simple. Parce qu'ils mettent leur sac mauve dans leur boîte de déchets. Donc, c'est pas une troisième collecte, c'est pas un bac brun. Et à l'usine, quand il arrive à l'incinérateur, au centre de valorisation énergétique, on trie et le sac mauve s'en va d'un côté. On déchiquette et là, le contenu est gardé, le sac mauve est enlevé. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors, on le met dans le bac de poubelle, donc c'est pas une troisième collecte. Et là-dessus, on sauve beaucoup de GS en émissions par les émissions des camions. Parce c'est déjà un camion de moins en partant. Exact. Ah, c'est cool, ça. Dans la pénurie de main-d'œuvre, on a de la misère à trouver des camionneurs, des entreprises pour le faire. Ça nous a aidés. Fait que une ville plus verte, c'est une ville qui s'attaque à ces grands émetteurs de GS. Ouais. C'est une ville qui s'attaque à la pollution de l'air, qui brise les îlots de chaleur. C'est une ville qui se transforme, qui crée des nouvelles rues, qui amène une mobilité intégrée. Moi, je suis de l'avis que ce qu'on est en train de faire à Québec sur la mobilité intégrée va révolutionner la mobilité. Qu'est-ce que on va être la première ville en Amérique du Nord à avoir ça. C'est ce que des villes comme en Finlande, au Japon ont, ce qu'ils appellent Mobility as a Service, MAAS. Okay. Donc, c'est que tout ce qui te permet de bouger dans une ville soit intégré dans une seule plateforme. Donc, sur ton cellulaire, tu peux payer ton stationnement si tu es avec ta voiture, mais tu peux aussi louer ton Léo, ton Communauto. Tu peux louer ton vélo. C'est quoi, un Léo? Léo, c'est Communauto à Montréal. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Okay. C'est le même principe. C'est une nouvelle plateforme de partage. Exact. Ouais. Fait que tu peux louer ton auto-partage, ton vélo-partage, tu peux payer ton stationnement, tu peux prendre le métro, tu peux prendre ton autobus, tu peux prendre le tramway quand il sera rendu. Métro? Le métro de Montréal. J'ai eu peur. Je pensais que je n'avais manqué un. Non, il n'y a pas ça de fait métro un à Québec. Que j'ai pas mais tout ce qui te permet de circuler dans une ville est intégré dans une plateforme. Donc, à Québec, prendre le traversier. Oui. Alors, tu as une seule plateforme plutôt qu'avoir une application pour chacune. Oui, bien là, Montréal, en plus, vient de changer de fournisseur. J'arrive pour me stationner l'autre fois. Ouais. Ah, mais là, ton application ne marche plus. Là, tu essayes, tu n'as pas de Wi-Fi. Exact. Hey, ça donne le goût. Non, c'est vraiment plus simple pour le citoyen, tout à fait. Et l'objectif, à travers ça, c'est même d'avoir, par exemple, des accès au taxi, ce qui fait en sorte qu'on renverse la tendance. Au lieu de prendre une passe au début du mois, on pourrait avoir un calcul à la fin du mois en fonction de ce que tu as pris, qui te permet de te donner le meilleur forfait en fonction de ce que tu as pris. Ah, c'est cool, ça! Fait que plutôt qu'être dans le mode, je vais avoir besoin de 40 billets d'autobus ce mois-ci, je n'ai besoin de 20, je vais-tu prendre le vélo, va-tu faire beau, va pas faire beau, mais je vais prendre la voiture, mais je vais peut-être louer une communauto à la place. Ouais. Tout ça est intégré, même si c'est des partenaires différents. Mais ça rentre dans la même plateforme. Ouais. Fait que tout le monde se parle. Fait que là, tu te mets au service de celui que tu sers, celui qui bouge, le citoyen qui est en déplacement. Ah, j'aime ça. Alors, on arrive avec le bêta dans les prochains mois. Wow. OK. On va avoir à peu près 5 modèles de déplacement. On en a 14 à Québec. On n'aura pas tous les 14 façons de se déplacer. On va commencer par l'intégration de 5. On va essayer ça à des bêta-testeurs, des gens qui vont tester pour arriver à une application qui soit disponible à tout le monde. Puis même pour les touristes. Oui. Tu sais, parce que tu arrives dans des villes. Ah là, moi, tu sais, mettons, un moment donné, j'étais à New York. Tu sais, là, je fais, je vais dans le temps, là, où on avait le droit. Fait que j'étais à New York, là, j'essaie d'avoir un Bixi. Ben, il s'appelle pas de même, le City, je pense. Là, ça prend l'application. Là, tu sais, c'est facile, tout est là. Tu peux, tu sais, moi, je pense même ça facilite beaucoup pour les habitants et les touristes. Et ça casse l'idée qui est contre-productive présentement que la mobilité, c'est un « ou ». Donc, c'est soit que tu es un utilisateur de l'auto, ou un utilisateur du métro, ou un utilisateur du tramway, ou un utilisateur du vélo. Puis là, on se regarde en chien de faïence. Toi, tu es un cycliste, tu es un sale cycliste. Ouais, mais toi, tu es un sale automobiliste, mais toi, tu es un sale utilisateur. Un divisé pour régner. Là. Oui. La mobilité, ça doit être des « et ». C'est des cocktails. Ce qui fait en sorte que, c'est ce cocktail de mobilité qui fait en sorte... Et de la glace, et du jus, et des... Et tu n'as pas besoin de te dire, je suis un cycliste, il fait beau un matin, ça t'a donné en fonction d'où tu allais de prendre Bixi, de prendre un vélo, tu le fais. Oui. Ça t'oblige pas à revenir avec ça. Tu peux revenir en covoiturage. Parce qu'ultimement, le covoiturage, on va l'utiliser dans cette plateforme-là, qui va faire en sorte que tu vas être capable de, dans une ville, de dire, hey, je suis à l'hôtel de ville, je m'en vais à l'université. Il y a 2-3 personnes qui partent en même temps que moi, on peut-tu covoiturer? C'est ça, c'est vers là qu'on s'en va. Wow. Dans 5-6 ans, on va être jusque-là. De sorte que la mobilité se transforme complètement et elle ne fait plus de toi quelqu'un qui doit décider d'avance, mais plus elle s'adapte à toi. Et si tu prends le vélo, ben tant mieux. Puis ce soir, tu reviendras en covoiturage ou en tramway ou en... Puis l'idée du vélo comme ça, c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, mettons, tu t'en viens au centre-ville, tu fais de quoi? Là, tu rencontres un ami, tu t'en vas
dîner avec ou prendre un verre. Puis là, tu fais, ah ouais, mais mon vélo, je fais quoi avec? Mais tu sais, l'idée de partager tout ça puis d'accéder au cocktail, ben, c'est beaucoup plus facile. Comment ça va s'appeler, cette application-là? On n'a pas encore le nom, non, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Et ça fait des années qu'on se bat pour ça. Moi, je suis convaincu que c'est l'avenir de la mobilité. Puis là, est-ce que tout le monde va pouvoir le télécharger? Moi, j'habite à Terrebonne, j'ai le droit de le télécharger pour les fois que... Non, mais c'est parce que des fois, ils disent, oui, mais fournissez-nous une adresse dans Limoilou. Non, nous autres, tu vas pouvoir... Puis là, ben, tu vas pouvoir t'adapter à ton besoin. Fait que ça fait en sorte que... Tu sais, on peut pas... Quelqu'un qui a... Moi, je l'ai vu avec un vélo à Québec. C'est pas vrai que tu passes d'un utilisateur d'un moyen puis que tu transfères vers l'autre moyen d'un coup sec. Si tu es un utilisateur de l'auto, bien, ça se peut que tu utilises à vélo une fois. Mm-hmm. Le premier été, tu vas l'utiliser quelques fois. Tu n'as pas pris ta carte, tu n'as pas pris ton abonnement mensuel, tu payes à la fois. Tu sais, quand même, c'est sympathique. Dans cette situation-là, je suis allé au festival d'été, j'ai trouvé ça sympathique. L'été d'après, tu fais, je pense que l'été, moi, l'utiliser un peu plus. Tu as encore ta voiture. Mm-hmm. Ah oui. Tu l'utilises encore. Mm-hmm. Mais là, le troisième été, tu fais, OK, il y a ma conjointe ou mon conjoint qui a sa voiture. On n'a peut-être plus besoin de deux voitures. Moi, je vais utiliser à vélo, puis de temps en temps, on va partager. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu viens de sauver 11 000 Parce qu'une voiture, c'est minimum 11 000 par année. Au minimum. Oui. Mais ça se fait sur 3 ans. Ça se fait sur 3 ans. On voit les utilisateurs là, de vélo, ceux qui n'étaient pas des utilisateurs, mais le vélo partage, même affaire avec d'autres moyens de transport, deviennent progressivement des utilisateurs. Ils font, hey, avec ma famille, on peut avoir une voiture de moins, on va sauver 11 000, on va encore utiliser l'auto, mais on a réalisé que ça marchait. On est capable de faire en sorte que, donc, la prochaine voiture, on n'en achètera pas deux, on en achètera une. Mais ça marche on dans les n'achètera grandes pas trois, villes. on en achètera deux. Ça marche dans les grandes villes. Ça marche de la densité. Montréal, Québec. Ouais. Oui, mais plusieurs villes peuvent le faire. Oui, mais moi, en tout cas, chez nous, j'habite Terrebonne, ça serait très difficile. Là, ça serait plus compliqué, mais on peut commencer par des cocktails quand même plus réduits, mais qui vont servir 100%. Le citoyen pareil. 100%. Sherbrooke peut le faire, Gatineau peut le faire, Ben oui. Laval, évidemment, proche de Montréal, Longueuil, Lévis, proche de Québec. Il y a de la place qui fait en sorte que, pour moi, là, ce qui est important, c'est le « et ». Oui, non, je suis d'accord. Il fait beau, tu as le goût du vélo, comme tu disais. Prends le vélo le matin. À soir, ça ne te donne pas, ça te fait suer. Il fait pas beau, tu es fatigué de ta journée. Prends la voiture de covoiturage, reviens avec un collègue. Il y a plein de moyens. C'est ça une ville. Ce qu'on disait aussi tantôt, c'est que s'il y a ce cocktail de mobilité-là, c'est bon pour la voiture parce que, tu sais, il y a comme cette rivalité-là entre le vélo, la voiture. Fait que c'est mieux d'avoir des gens qui utilisent d'autres formes de transport que juste tout le monde en voiture. Le conducteur de sa voiture va être content d'avoir une meilleure fluidité. Merci le cycliste au lieu de la haie. Tu sais. Ça, on l'a pas assez dit. Non, mais moi, je pense que ça, là, tu sais, quand on parle de levier de changement, là, c'est de dire remercie-les parce que plus il y a de cyclistes, moins tu vas être pris dans la circulation. Nos espaces sont contraints. On ne peut pas, dans nos villes au Québec, agrandir les villes, c'est impossible parce qu'il y a des maisons, parce qu'il y a des commerces. On ne peut pas défaire ça. Et là où c'est pas contraint, ça coûte une fortune. Et on voit l'état des finances. On ne sera pas capable de créer des autoroutes partout, de Terrebonne à Sherbrooke, en passant par Drummondville. Ça se peut pas. Donc, comme on est contraint et qu'il y a plus de gens qui se déplacent, bien, on est contraint à être plus pris dans les bouchons, pas juste à Montréal, pas juste à Québec, partout. Alors, c'est ce que tu dis. La solution, c'est de dire, si d'autres, même si toi, tu haïs le vélo, t'haïs le tramway, le métro, peu importe, t'haïs ça, qui t'aime pas ça. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le prend, là, c'est quelqu'un de moins devant toi qui te donne de la fluidité parce que sinon, là, de la fluidité, on ne pourra pas passer plus de monde à la même place. C'est juste limité. Mais ça, pour ça, il faut ouvrir le dialogue parce que, tu sais, les cyclistes haïssent les automobilistes haïssent les cyclistes. Là, on haït les trottinettes électriques, on haït... On haït ce qu'on n'est pas. On haït ce qu'on n'est pas, alors qu'on a besoin de la somme de tous ces gens-là pour faire notre communauté. En tout cas, moi, si j'étais Vélo Québec, mettons, là, ou ministère du Transport ou quoi que ce soit, je travaillerais là-dessus sur l'harmonie un peu. Sur le « et ». Sur le « et ». Et la somme de gens qui font du vélo dans une année, là, c'est une majorité de la population. Certains une fois par année, certains pour aller au parc avec un enfant, certains ils ont fait une activité avec conjointe une fin de semaine. Il n'y a personne qui part de sa maison puis qui ne marche pas un temps soit peu pour se rendre à job ou au restaurant. En tout cas, je ne sais pas si ça existe, des restaurants où on se parque dans le restaurant. Non, mais en banlieue, ça ne marche pas.
Pour vrai, puis ça, c'est un gros Parce problème. que les banlieues sont pas faites Non, parce que les fonction. banlieues, c'est que des autoroutes. Tu sais, comme moi, là, si je veux marcher, là, il faut que j'appelle mon assureur. Là, tu sais, genre, je veux ajouter une clause. Parce marche. Que, Clause marche. tu peux faire de la plongée sous-marine, du parachute ou habiter à Terrebonne. Tu sais, c'est des facteurs de risque. Là, c'est un avenant, tu sais. Mais c'est pas ça. normal. Mais c'est pas normal. Dans nos cœurs de village, Voilà. tu prends plusieurs cœurs de village au Québec, puis on a sillonné le Québec durant l'été, où tu arrives, tu es dans un cœur de village, même un cœur de village de 500 personnes, 800 personnes, tu n'as pas un trottoir. Là, tu es sur le bord de la 132, de la 138, ça passe à 90 km/h. Bon, ça descend à 50 dans les villages, mais quand même, à c'est pas 50 normal. et 80 rapidement. Ben, c'est ça. Mais c'est pas normal qu'un jeune qui habite dans ce village-là pour aller au dépanneur, sa mère, son père ait peur qu'il se fasse frapper parce que ça 132, 138, ça roule trop vite puis parce qu'il n'y a pas d'espace pour le protéger. Ça se peut pas. Ouais. Mais il y a de la marche, il y a des affaires. Tu sais, comme là, je reviens de la Gaspésie, puis je voyais des gens qui faisaient du vélo, je voyais des gens qui marchaient, tout ça. Mais chez nous, honnêtement, à part dans ton quartier, je vois pas tant que ça. Moi, j'avais envie qu'on jase de culture, parce que je sais que c'est polarisant, les pistes cyclables, là, je vous entends, ils vont tous nous écrire. À chaque fois qu'on parle de pistes cyclables, là, c'est... Mais en même temps, je peux-tu rajouter une dernière chose? Oui, vas-y. Si les gens font de la mobilité active, sont plus en santé, je suis d'accord. se rendent moins à l'hôpital, vivent plus vieux, ont une meilleure espérance de vie. Je suis d'accord. Je regarde notre état de système de santé actuellement. Lui aussi, je pense qu'il est saturé. S'il y a moins de monde qui rentre, ceux qui ont besoin de système vont être mieux traités. On n'investit pas en prévention au Québec. Hein? On n'investit pas. On aime ça, vendre des pilules. Ouais. Mais la meilleure prévention, là, la meilleure façon de faire de l'activité physique, c'est de marcher un peu, c'est de faire un peu de vélo, c'est de mobilité active. 100% d'accord. Écoute, j'ai marché toute Québec, la semaine en Gaspésie, moi, puis je marche pas chez nous à Terrebonne. Fait que tu vois, genre, sinon, il faut que je prenne mon char pour aller à une place où je peux marcher. Mais le maire de Terrebonne nous écoute, on va... Ben oui, il écoute tout ce que je dis, Mathieu. Mathieu, il est bon, c'est un bon maire. Oui, on l'aime beaucoup. Mathieu, on l'a reçu d'ailleurs. Ouais. Je voulais qu'on jase de culture parce que la bibliothèque Gabriel Roy a été désignée bibliothèque publique de l'année. Oui, la meilleure au monde. Meilleure au monde. Ouais. C'est l'International Federation of Library Association. J'ai essayé de trouver en français, là, mais en fait, c'est dans Saint-Roch. J'aimerais ça que tu me parles comment ça se fait que cette bibliothèque-là est la meilleure au monde. Oui, bien, parce qu'elle a été construite il y a plus de 40 ans et là, on l'a fermée pour la rénover pendant la pandémie. Ça a été un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais on est rentré d'un coup. OK. À Québec, on rentre d'un coup. Attends, rentré d'un coup après la pandémie, bravo. Oui, bien, ça a été pendant et après, là, ça finit après. On a beaucoup de projets. Tu sais, on entend des projets comme Satellite qui dépassent, puis les citoyens pensent que c'est partout comme ça. Là. Moi, je peux vous donner la liste des projets pour lesquels on est rentré d'un coup, puis dans la plupart des cas, dans les délais. C'est une fierté. Notre capacité publique, là, on la sous-estime, puis on perd confiance, puis c'est malheureux parce qu'on est capable de faire des grandes choses. Puis moi, je pense qu'à Québec, on le témoigne. Vous devriez le faire. Vous devriez sortir tous les projets que vous êtes rentrés d'un coup parce que je pense que c'est. Je peux te parler du centre de glace, je peux te parler du centre Vidéotron, je peux te parler de la centrale de la police. Oh, centre Vidéotron, là, ça, c'est polarisant, ça. Oui, non, mais ce que je te dis, c'est que les gens soient d'accord ou non. C'est un projet de 400 millions qui est rentré dans 400 millions. L'argent est bien géré. C'est pas vrai que les gens dépensent. C'est pas vrai que les institutions publiques sont incapables. Il se passe pas grand-chose dans ce centre-là. Bien, il se passe... Il y a du sport, des shows il y a surtout des événements. Des fois. Oui, mais il a été aussi construit pour espérer une équipe de hockey à l'époque. L'équipe de hockey n'est jamais venue. Il est quand même utilisé. Et plus que jamais. Ah oui, hein? Mais tu as raison de dire qu'il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale. Mais mon propos, c'est de dire il faut reprendre confiance dans nos institutions publiques, dans leur capacité de construire des grandes choses, puis de ne pas toujours être dans des sacs-clics de ce monde. Ça existe au Québec. Là, je parle de Québec parce que je le connais. Je suis sûr que ça existe ailleurs. On rentre dans les coups, dans les délais. Puis des fois, il y a des petites hausses, mais on n'est pas... On est bon. On a de bons pouvoirs publics, on a de bons employés qui font de bonnes choses. Je m'excuse, mais ça... Non, mais tu fais bien de le souligner parce que en ce moment, particulièrement au moment où on enregistre, on a l'impression que tout va mal tout le temps. Oui, c'est pas vrai. Mais ça, c'est un effet déformant. Parce que ce qui va mal, on en parle. Parce que ce qui va mal, puis c'est correct, il y a une commission là-dessus. Il faut en parler, il faut comprendre ce qui n'a pas été. Ça n'a pas d'allure de dépenser autant d'argent alors que ce n'était pas prévu comme ça. On est tous d'accord, c'est scandaleux. C'est pas vrai que c'est tous les projets publics. C'est pas vrai. Ouais, mais la bibliothèque est répond aux gens qui disent ouais, mais oui, c'est ça ta job. Fait qu'on n'a pas à te féliciter pour ta job. Tu sais, c'est un peu ça. Je vous demande pas de me féliciter. Non, mais ce que les gens disent ouais, ben t'as géré, t'as dit 400 millions, tu l'as fait à 400 millions. T'as juste fait ta job. Confiance aussi. Oui, ne perdons pas confiance dans nos pouvoirs publics parce que là, présentement, ce qui est dit, c'est par certains, c'est tout de la merde, puis il n'y a personne qui n'a rien faire. Le gouvernement, les villes sont incapables de faire des projets sans voir les coûts exposés. C'est pas vrai. Revenons à la bibliothèque Gabriel Roy, qui a bien été. Elle a été rénovée. Elle a été rénovée de façon extraordinairement innovante. C'est-à-dire que c'est le principe du tiers-lieu. Donc, le troisième lieu. Ouais. Tu as le travail, tu as ton milieu de travail, puis tu as la bibliothèque.
Alors, la bibliothèque, T'as c'est... où t'habites, t'as ton t'as la travail, maison. t'as la Comment je maison. l'ai dit? T'as du travail, milieu de travail. On voit que tu travailles trop, et là, relax. OK, c'est un vrai lapsus, ça. La maison, le travail et la bibliothèque. Merci de me reprendre. Donc, c'est plus là, un endroit où tu vas louer des livres. Il y en a des livres. Ouais. Mais c'est un endroit où tu as un paquet de services, de propositions adaptées à ta vie complète. Comme quoi, C'est un maintenant? patro? Ça peut-tu devenir un patro? C'est ça le mot? Non, Je m'excuse. ben oui, c'est le bon Oui? mot, mais on n'est pas là dans le mode vacances-été, etc., Ah, OK. activités, mais on est dans le mode où tu peux louer des tableaux. OK, mais attends, tu veux mettre Un une tableau œuvre chez d'art. toi, tu vas le louer là, on te la prête un mois, tu la ramènes après. Une œuvre d'art. Ouais, Wow. ouais. Il y a une grénothèque. Attends, je sais, ça va C'est vous quoi, faire rire, une là? grénothèque? Ouais. Alors, tu peux louer des semences Ah, OK. pour faire pousser chez vous. Tu les loues? Ben, tu peux les emprunter. Ils te les donnent, dans le sens où nous, on a des semences que tu prends, tu fais pousser des choses. OK. Comme des tomates, des coquilles. Mais Ouais. tu les loues pas, là. Non, je tu veux les loues dire, pas. J'ai t'es dit achètes. louer, mais je ne OK. les achète pas. Comment mais tu ramènes tes tu semences? peux profiter de la grénothèque pour avoir des semences pour OK. pouvoir faire pousser chez toi. Préparer tes semis. On a des imprimantes laser qui te permettent d'imprimer en grand. Tu peux louer des instruments de musique. Tu peux enregistrer. On a des studios d'enregistrement. Ah oui? Ouais. Alors, On pourrait-tu aller faire un épisode de podcast à Québec? ben oui. Ah, ça Ben serait oui. trop On a une cool. cuisine. On a une cuisine qui peut être une cuisine collective, qui peut donner des ateliers, qui peut... Ah, c'est cool. Ouais, ça. salle de spectacle, il y a des contes pour enfants, mais aussi... Alors, la bibliothèque s'est transformée dans ce lieu un peu qui était devenu drabe et plate, où t'as juste une vieille bibliothécaire qui fait chut. Ouais. Ouais. Et là, tu peux Comme au spa. manger, t'as des espaces pour enfants, t'as des poufs, tu peux t'asseoir à terre, t'as des jeux. Les enfants peuvent lire dans un contexte où tu prends des BD, tu prends des livres pour enfants dans un autre contexte, complètement, dans un décor complètement différent, avec des œuvres d'art. Alors, c'est Fait que tu pour ramènes ça qu'on a du gagné. beau, Oui. tu ramènes du beau, tu ramènes du bon. Ouais. Parce que, tu sais, faire De la pousser vie. tes cocombes, de la vie. Ouais. C'est un lieu où tu peux même rencontrer tes amis puis dire, hey, on a Ouais. une idée, on enregistre Ouais. quelque chose. Ouais. T'as des salles de réunion. Idée de date. Tu vas à la bibliothèque, Ben, tu fais une petite recette dans la cuisine Ben oui. partagée. Wow. Déjà, tu as un filtre pour savoir si tu es dans la même valeur. Dans quelle voilà. section de la bibliothèque tu te retrouves? Ah, voilà. T'es-tu à la grénothèque? T'es-tu à la location Si d'instruments de Granotech, musique? ça a quelque chose de clair, en tout C'est cas. ça. Non, mais tu sais, On se rejoint à Granotech. t'as le pouce vert, t'as même pas besoin de le demander. Ben tu le non, pouce c'est vert, ça, c'est quoi tes on a le valeurs? pouce vert, Ben c'est oui, ça. c'est bon, ça. C'est J'adore ça. Ouais. Puis ça a été reconnu comme la plus belle au monde. Fait que Ouais. ça veut dire que même dans les pays, je pense à des pays qui sont très forts sur la communauté, dans les pays scandinaves. Ouais, il y la a Finlande pas ça. et la Copenhague a une bibliothèque extraordinaire. Helsinki a une Ouais. bibliothèque fabuleuse. Alors, on s'est inspiré de certains de ces modèles-là, de tiers-lieux, de troisième-lieu. Et cette année, c'est la bibliothèque Gabriel-Leroy. Puis les Wow. citoyens, est-ce qu'ils en sont fiers? Oui, ils en sont fiers. Oui. Ils en sont très fiers. Ils en sont C'est- très fiers. Puis c'est une bibliothèque qui a été, au départ, placée dans un quartier populaire Ouais, c'est rock. parce que l'objectif, c'était de donner accès aux jeunes et moins jeunes qui avaient moins de ressources. Fait qu'on l'a gardé dans Saint-Roch. C'est un lieu de vitalité, c'est un lieu de mixité. Il rentre des personnes itinérantes, il rentre des gens qui sont dans tout autre acabit. Fait que c'est une belle bibliothèque. Puis a nous, des on peut y intervenants aller. sociaux, Là, oui, même si on n'est pas citoyen, oui. on Oui, peut aller voir. elle est ouverte, là. Vous avez des intervenants sociaux, tu dis? Oui. Qui travaillent entre autres avec les gens de la rue. OK. Donc, il y a de l'intervention sociale qui se fait Ah, là. ouais. Fait que c'est vraiment un lieu de mixité, c'est un Vraiment? lieu de. Ouais. C'est à voir. Je voulais qu'on parle, je vois le temps qui file, la réserve climatique que vous avez mis Ouais. en place. C'est vraiment très... c'est très innovateur, je Ouais. trouve. Puis je suis curieuse de savoir aussi comment les citoyens ils prennent ça, de savoir qu'on met de l'argent à côté pour les changements climatiques. Peux-tu D'abord, nous en le parler? principe, c'est de se dire que les changements climatiques affectent nos villes et les affectent notamment dans le portefeuille. Donc, on l'a vu cet été à plusieurs endroits, dont à Québec, il est arrivé une pluie diluvienne. On était à une pluie diluvienne d'avoir un paquet d'infrastructures qui soit débordent, des gens qui ont de l'eau dans le sol et d'avoir des routes qui sont brisées. Ouais. Les réparer, ça a été prouvé par l'Union des municipalités du Québec, c'est 7 à 10 fois plus cher que le faire en planification normale. Fait qu'à chaque fois qu'il arrive une pluie diluvienne puis tu es obligé de réparer, ça coûte plus cher. Donc, il y a un coût. Il y a des enjeux des changements climatiques sur les coûts. Alors, ce qu'on fait, depuis qu'on est là, c'est qu'on met 15 millions de plus par année à notre budget. Donc, la première année, c'était 15. La deuxième année, c'est 30. 45 millions, 60 millions. Et ça va nous permettre de ramasser d'ici 2035 1,1 milliard pour des investissements en matière d'adaptation et de résilience de la ville au changement climatique. Fait qu'on a fait, entre autres, des travaux de rivière pour éviter les débordements. On a fait, entre autres, des aménagements de sous-sol. On essaye, puis ça n'a pas été bien compris par certains, mais moi, j'y crois encore, on essaye aussi d'amener des changements à travers l'adaptation de nos infrastructures pour qu'au changement climatique, on s'adapte et qu'on regarde quelque chose de le fun. Fait que nos patinoires réfrigérées, il y a une petite partie qui a été couverte par la réserve climatique. Pourquoi?
Parce que si on veut s'adapter au changement climatique, c'est pas juste du négatif, c'est pas juste des plus gros tuyaux pour accueillir plus d'eau de pluie. C'est aussi avoir un hiver où on est capable de vivre l'hiver et pas juste dire, il faut rester chez nous parce que maintenant, nos patinoires sont défaillants. Oui, puis ça arrive en ce moment dans plusieurs villes que les patinoires sont ouverts une semaine dans l'année. Mais oui. Nous autres, ça va nous permettre d'étirer, on pense, là, nos patinoires réfrigérées, pour en construire une par année. Il n'y en avait pas avant qu'on arrive. 50, 60, 70 jours de patinage par année. Ah oui. Tout confondu, là. Hockey féminin, ringuettes, patins, etc. Parce qu'on a ces moments de gel-dégel qui sont plus grands, qui sont plus importants et qui font que les patinoires en souffrent. Alors, le but, là, c'est vraiment sur le large spectre de dire comment on fait. La majorité est utilisée pour adapter la ville, plantation d'arbres et autres. Mais cet argent-là, qu'on met en réserve, on ne la dépense pas toute, bien, on va faire en sorte qu'on va payer le tramway cash. On va éviter 500 millions d'intérêts parce que le tramway, c'est une forme de résilience climatique. Et on va ajouter d'autres travaux, d'autres aménagements de la ville pour la rendre plus verte, pour la rendre plus capable de s'adapter au changement climatique. Là, le tramway, justement, c'est quoi l'acceptabilité sociale de ça en ce moment? Bien, c'est variable, mais ça fait longtemps qu'on a fait des sondages, mais c'était autour de 40 42 de gens favorables, 48 autour de 49 défavorables, puis une proportion d'indécis de 6, 7, 8 dépendamment des sondages. Puis ça bouge. C'est assez polarisé quand même. Oui, c'est polarisé. Puis les gens qui... Tu sais, les gens aiment ou pas. Là. C'est pas juste... moi, je suis indifférent. Là. C'est vraiment polarisé. Oui, c'est ça. C'est que c'est très polarisé. Mais les gens sont tannés d'en parler, par contre. Les gens sont tannés d'en parler? 2 tiers dans un sondage récent disaient on est tannés d'en entendre parler, avançons. Là. Arrêtons de revenir en arrière. Mais c'est quoi les problématiques qui seraient liées à avoir un tramway? Bien, d'abord, on revient à la discussion qu'on avait tantôt sur l'auto. Certains perçoivent ça comme un « ou ». Donc, si tu mets de l'argent sur le tramway, c'est que tu enlèves aux autos. Okay. Tu enlèves de l'espace aux autos. Tu enlèves... tu deviens anti-automobiliste. OK. Ça n'a pas rapport, là. Ouais. Comme quand tu fais des pistes cyclables. Oui. C'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est toutes des preuves que tu es contre l'auto. Parce que tu veux des pistes cyclables, tu veux un cocktail de transport, tu veux un tramway. Fait que tu vois 3 preuves comme quoi tu es contre l'auto. Ben, tu fais 1 + 1 + 1, ça fait 3. C'est ça. Mais ça n'a pas rapport. C'est le « et », là. On revient au « et ». Ouais. La Ville de Québec grossit. On a accueilli 40 000 personnes, comme je disais. On va accueillir plus de monde. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte que sur les espaces restreints, dans la ville, René Lévesque se rend à l'université, en basse-ville, présentement, les autobus sont bouchés. Ils sont bouchés les unes aux autres, ça avance plus. Vous congestionnez avec les autobus, comme à Gatineau, on disait. Oui. Ben, fait que là, on a besoin d'un moyen de transport avec plus grande capacité, qui va transporter plus de monde plus fréquemment, qui va faire en sorte d'amener plus de monde à se déplacer ici et en mettre moins sur la route en auto pour ceux qui veulent utiliser leur auto. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « Ouais, mais attends une minute, là, on est un pays nordique, là, vas-tu foncer dans le banc de neige? On répond quoi à ce moment-là? Bien, c'est sûr que là, les gens nous donnent l'exemple de s'il tombe une tempête de 60 cm de neige, qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous le dire, là. Vous l'avez vu à Montréal l'an passé, s'il tombe 60 cm ou 2 tempêtes coup sur coup, là, c'est rien. Pas une trottinette, ça va être compliqué. Tout passe, mais le tramway a plus de chances de passer que les autos. Mais oui, il va falloir déneiger. Oui, s'il tombe 1 mètre de neige tout d'un coup en 30 secondes, il va y avoir des ralentissements. Je veux dire, on est au Québec. Bien, c'est ça. Je veux dire... On se relève de nos tempêtes, on déblaie, puis ça marche. On met la neige à fond aussi. Ben oui, c'est même pas le principal problème. C'est même pas le principal danger. Mais non, c'est ça. L'hiver, là, il y a un tramway à Sapporo, il y a 5 mètres de neige. Il fonctionne. Mais oui, si tu me dis, hey, il y a une journée dans l'hiver, en 2038, il va y avoir un cataclysme, il va tomber 2 mètres de neige. Ça va être une journée. Oui, mais tu sais, quand il y a eu le verglas au Québec, là, il n'y avait pas un char qui roulait non plus. Là, ça va être pénible. Fait que, si on se sert de ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais le tramway, ça va être brisé. » Bien, votre voiture aussi est brisée. C'est de la mécanique, ça va être réparé, mais ça va mettre le principe, puis toutes les études le démontrent. CDPQ Infra a repris toutes les études qui avaient été faites. Analyse indépendante, c'est le gouvernement du Québec qui leur a demandé. Puis on dit « Dites-nous, c'est quoi le meilleur moyen pour Québec? » Il n'y avait pas de gain, eux autres. Là. Ils ne vendent pas des tramways, là. Ils ont juste dit, bien, on a analysé toutes les études, on a regardé au Québec, et c'est quoi sa population, comment elle va grossir, ça va être quoi les gens qui sont pris plus dans la congestion encore et encore, c'est le tramway le meilleur moyen. C'est pas quelqu'un qui a un agenda, là. C'est quelqu'un qui dit, pour faire passer plus de monde, il faut amener de la capacité. Mais là, moi, je sais pas, peut-être parce que j'ai pas tout compris le dossier, mais on dirait que d'un côté, il y a Team Tramway, puis d'un autre côté, il y a Team Troisième lien. Oui, c'est vrai que ça fait ça. Hein? Ouais? Mais ça revient à l'expérience auto, qu'on disait. Troisième lien est vu comme une façon de dire on croit à l'auto. Tramway est une façon, pour certaines personnes, perçue comme si c'était anti-auto. Ah ouais. Fait qu'on est vraiment dans ces étiquettes-là, on est vraiment dans ces tendances-là.
Et il y a des gens qui nourrissent ça. Il y a une radio, entre autres, qui nourrit cette idée que... non, mais qui nourrit On les salue. On les salue. Qui nourrit cette idée qu'il y a du monde qui vous en veulent. Il y a du monde qui veulent votre malheur, qui veulent vous arracher. C'est un complot. Oui. C'est un complot. C'est pas ça. Ça n'a pas rapport. Nous sommes dans un constat que quand on regarde 10-15 ans en avant, nous allons être très mal pris si on ne bouge pas maintenant. Ou sinon, le changement va être comme... Il va nous prendre la gorge. Il va nous prendre la gorge, puis là, on va être fiat. Pris dans le trafic, congestionné, la ville congestionnée, des voitures qui avancent plus. Les numéros de plaques impairs le lundi, mardi. Comme on a à Londres. Il y a ça à Londres. À Londres, il y a ça. Numéro de plaque pair ou impair, tu peux pas rentrer en ville. Impair, le jeudi, tu vas pas au bureau. Mais non, mais c'est ça. On veut prendre le changement par la main. Ben oui, exact. Il faut le faire. Construire du transport structurant, ça prend des années. Ben oui, Alors, c'est long en plus des projets de même. Il faut le faire maintenant. On aurait dû le faire avant. Il n'a pas été fait. Arrêtons de nous flageller. Là, revenons dans le thème du début. Maintenant, avançons. Puis tu disais même tantôt que le métro à Montréal, les gens étaient réfractaires d'avoir. J'ai vu des vox pop, les gens disent, on n'a pas besoin de ça, OK, Montréal n'a pas besoin de ça, ça va être des travaux, ça va coûter cher. Aujourd'hui, y a-tu quelqu'un qui dit, il faudra enlever le métro à Montréal? Non, en fait, tout le monde dit qu'il nous manque au moins 60 stations d'une ville grande comme Montréal. On n'aurait jamais dû arrêter de construire des stations. Non, c'est 2-3 stations par année. On aurait dû garder l'expertise, avoir ces génies-là qui travaillaient, puis développer les stations. Plutôt qu'avancer par coup, puis là, pendant 30 ans, t'en fais pas. Puis tu fais, il faut toutes les rénover en même temps. Ben là, le problème, c'est ça, c'est que la plupart des stations, le toit tombe, puis tout. Pas le goût, moi, d'aller dans le tube avec un toit qui tombe, là. Et ça, c'est un peu un Québec duquel on doit apprendre, là. On ne devrait pas construire puis attendre. On devrait construire, garder, mettre à jour, rendre ça développer, sexy tout le temps, puis améliorer constamment. J'aurais envie qu'on parle de logement. C'est un gros défi national en ce moment. Dans un article du Soleil, 2 septembre, tu disais vouloir faire 100 000 nouveaux logements. Oui, d'ici 2040. D'ici 2040. Comment on fait ça pour pas que ça devienne, Québec, le paradis des tours de 30 étages? Alors, ça, c'est une des peurs que certaines personnes ont. Il y a de la place. Ça paraît-tu? Je l'écoute, la radio. J'ai pris des notes. C'est juste pour toi que je l'ai écouté. Il y a des gens qui disent, mais il y a des quartiers densifiés, mettons le Vieux-Montréal ou Paris, qui sont 6 étages. Puis maintenant, Paris, c'est pas vrai. Là. Paris, il y a des dans le quartier de la Défense, il y a des tours et autres. Mais quand tu construis quelque chose à nouveau, puis tu es capable de dire ça va être 6 étages partout, ça marche. Dans une ville construite, tu peux pas dire, moi, je suis dit à Québec, il n'y aura pas de gratte-ciel, ça va être 6 étages. Là. Le monde va être aussi malheureux. Là. Les gens qui vivent dans des quartiers de bungalows, qui passent de 2 à 6 étages, ils n'aimeront pas ça. Là. Non. Alors, 6, 7 ans aussi. Mais oui. Alors, l'objectif, c'est de dire aux endroits appropriés, déjà minéralisés, sans voisins autour, par exemple les centres d'achat. Oui. On peut construire en hauteur. Pas tous les centres d'achat, mais certains centres d'achat. Ils font ça. C'est ce qui se fait à Place Fleur de Lys. Oui, puis à Laval, ils font ça aussi. Mais Place Fleur de Lys, il va y avoir des tours. Ils sont en train de construire. Puis ils sont oui, je suis allé. Tout est en construction. Les hôtels, là, le Jarreau, puis tout. Là, c'est... Mais tu pars d'un lieu minéralisé et d'un lieu dévitalisé économiquement parce que les gens vont moins dans les centres d'achat maintenant. C'est vrai. Et cette mentalité où tu partais à pied ou à voiture, aller dans un centre d'achat, ça se fait moins. On commande en ligne. Ouais. On va un peu encore dans les centres d'achat, mais il faut t'amener d'autres choses dans un centre d'achat. Il faut t'amener une expérience différente. Donc, de prendre ces sites minéralisés qui sont dégarnis d'intérêts, il n'y a pas de milieu humide, il n'y a pas de forêt, bien là, tu es capable de construire en hauteur parce que souvent, c'est des grands espaces loin des voisins. Là, tu peux construire en hauteur. Ailleurs, tu peux construire en respectant la réalité des quartiers, permettre des +1, des unités d'habitation accessoires. Donc, c'est quoi ça, des +1? Alors, c'est ce qu'on appelle des UHA, unités d'habitation accessoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux... On le voit que la crise du logement, là, les maisons coûtent cher. Ben oui. Pour des familles, c'est compliqué de se dire, je vais être capable de payer l'hypothèque. Mais si dans le garage que tu as, tu construis un logement, tu vas pouvoir avoir un revenu. Si dans un sous-sol, tu construis quelque chose ou attenant à ta maison, nous, on avait des réglementations très sévères. Maintenant, on a ouvert la réglementation pour que tu puisses construire un loyer qui va permettre, mettons, d'habiter tes parents, du bigénérationnel. Mais là, avec les changements climatiques, ils ne veulent plus. Là. Comme à Montréal, ils disent qu'il n'y aura plus d'aménagement de sous-sol à cause des cuvettes. Vous n'avez pas ce problème-là chez vous. Oui, mais c'est pas juste en sous-sol. Oui, ça peut être en sous-sol, mais les unités d'habitation accessoires, c'est ce que tu ajoutes à ta maison qui fait qu'un jeune couple peut dire, ben moi, mes parents vont habiter dans un petit 2,5, vont venir partager la cuisine, vont nous permettre d'avoir un loyer, puis on va pouvoir payer l'hypothèque. L'intergénérationnel, un peu. Mais souvent, c'est même l'inverse. C'est des parents qui disent, on va pouvoir faire habiter nos enfants, qui ne peuvent pas quitter parce que ça coûte trop cher à l'habiter, mais qui vont avoir leur espace à eux. On va avoir chacun notre intimité. Puis après, ce qu'on voit, c'est que les gens louent à des gens différents, qui ne sont pas de leur famille tout le temps. Ça amène un revenu, ça permet de payer l'hypothèque. Ouais. C'est une méthode. Ça ne révolutionnera pas le genre.
Parce que c'est pas tout le monde qui veut ça, parce que c'est pas accessible à tous. Mais si un tiers des bungalows au Québec construisaient une unité d'habitation accessoire, on réglerait la crise du logement. Ah oui? Oui, mais ça n'arrivera pas. Là. Ça se peut pas. C'est pas tout le monde qui est rendu là. Mais c'est juste pour dire, il y a du potentiel avec les unités d'habitation accessoires. Mais c'est pas le seul moyen. Il y en a plein d'autres qu'on met en place. C'est ce qui fait qu'on a des super bons chiffres à Québec. Donc, on va être capable de construire 5 500 logements par année. Cette année, on va atteindre, pour la première année, plus de 5 000 depuis les 20 dernières années. Il y a eu une année où on l'a atteint, c'était en pandémie. La post-pandémie avait créé un boom, mais depuis, on ne l'a jamais atteint. On a modifié, on a fait un plan d'accélération de logement, de construction de logement. La bonne construction au bon endroit, mais oui, la ville se densifie et ça évite quelque chose qu'on faisait avant. Pour ne pas avoir de chialage, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait dans le nord, on rasait un bois, on rasait un milieu humide, puis on construisait. C'est vrai. Là, ça créait du monde qui devait se déplacer, qui était pogné dans les bouchons. Ça prenait une autoroute entre les deux. Exact, qui vivait loin, puis qui n'avait pas... Alors maintenant, ce qu'on fait, oui, on densifie les quartiers, on densifie à une densité heureuse, mais ça permet, sur un plan de ville, d'être beaucoup meilleur, puis de donner la chance à des gens d'habiter en ville. Surtout si, en plus, il y a le cocktail de transport pour se promener dans tout ça. Là, ça devient logique. Parce que nous autres, on a statué que notre périmètre d'urbanisation, on ne l'agrandirait pas. OK. Tout ce qui est boisé va rester boisé au nord. Et donc, on va travailler avec notre périmètre d'urbanisation pour densifier la ville, le bon bâtiment au bon endroit. Est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui existent. Oui, il y a urgence d'agir. Mais ça va mieux qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'il y a des génies qui inventent des solutions. Parce qu'il y a des solutions qui marchent, comme la biométhanisation. Parce qu'il y a du monde qui se met à utiliser un cocktail de transport puis qui, se faisant, émettent moins de GES. Parce qu'une journée par semaine, une journée par mois, ils ont pris un autre moyen. Ils ont fait du covoiturage, ils ont pris le vélo, peu importe. Ça va mieux qu'on pense parce qu'on est nombreux à vouloir que ça change puis à créer autour de ça quelque chose d'enthousiasme. Le changement, c'est vrai qu'on aimerait ça des fois pas changer. Maintenant qu'on est obligé, là, on peut-tu le faire en étant heureux de ça? Bien, quand on voit l'explosion des utilisations du vélo-partage à Québec, quand on voit l'utilisation du transport à la demande, ce qu'on appelle Flexibus à Québec, ça témoigne que quand tu offres un service qui est intéressant, ça marche. Le monde le prenne. Oui, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'engouement, ça crée des belles choses. Et ça fait en sorte que, bien oui, ça change, mais dans ce cas-là, dans le cas de la mobilité active, c'est du monde plus en forme. À déneiger plus les trottoirs comme on le fait, mais c'est du monde qui sort plus l'hiver. C'est des aînés qui osent sortir après une tempête plutôt que rester 2-3 jours chez eux. Il y a quelque chose de beau, ça leur permet de revoir les amis. On peut créer de l'enthousiasme, on peut créer j'ai envie de dire quelque chose, de l'espoir avec tout ce qui se crée en matière de technologie, en matière de génie, en matière d'invention, mais aussi en matière de comment ça transforme nos vies, mais aussi positivement. C'est pas juste quelque chose qui nous arrache le cœur de ce qu'on avait puis qu'on aura pu, puis vite revenons en arrière, mais c'est plutôt se dire, non, à travers le changement, il y a du beau. Il y a quelque chose à créer, on peut créer quelque chose de beau. Et pour ça, moi, je pense que ça va mieux qu'on pense parce qu'on est en train de créer quelque chose d'intéressant qui, je pense, parle à de plus en plus de gens. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. On a philosophé en plus. Oui, on a philosophé et tu leads, je pense, avec la philosophie, ça va mieux qu'on pense. Fait qu'on est bien content de pouvoir avoir eu cette discussion-là avec toi. On te souhaite le meilleur pour les prochaines élections. Mais oui, ça va être résultat le 2 novembre. Oui. Merci. Puis merci à la maison aussi. On se revoit dans un autre épisode de Ça va mieux qu'on pense, la tournée des villes. Salut! Au revoir. La tournée des villes, Ça va mieux qu'on pense est fièrement présentée par Montoni.